journal, une question taraude l'esprit des Camerounais à la veille de la célébration des 37 ans du renouveau du chef de l'État. L'extrême nord, la fille aînée du renouveau, a-t-elle hérité de la prospérité promise durant 37 ans d'exercice du pouvoir du président de la République? Vous suivrez dans ce journal des cadres militants du RDPC qui égrènent un chapelet de problèmes qui minent le septentrion sous le regard indifférent des élites RDPC tenant du pouvoir. Ce plan mythe du renouveau illustre aux yeux d'un célèbre économiste, Christian Pendekoka, a impulsé une réelle dynamique de croissance malgré l'interdiction de sa conférence de presse à la fondation Mouna à Yaoundé. Cet économiste, ancien conseiller du chef de l'État, a tenu à dénoncer le marasme économique qui impacte le quotidien des Camerounais. Vous l'écouterez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette bavure militaire en plein cœur d'un campus d'un lycée situé dans le 4e arrondissement de Douala. Des enseignants et censeurs ont été traumatisés à la suite des violences physiques et agressions subies ce mardi sur le campus du lycée bilingue de Bonassama. C'est à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. Selon des témoins, leur bourreau est un homme homme tenu et parent d'élèves. Il a roué de coups de poing certains responsables administratifs et des enseignants après que sa fille retardataire a été sommée de courir pour se rendre dans sa salle de classe. Une mission punitive qui a dégénéré et mobilisé les populations du côté de Bonabéry. Le récit des faits avec Robert Mokobé et César Hippolyte Zangaou. Bastonnade de 2 enseignants à l'école. Ce n'est pas le titre d'un film, mais une scène réelle qui s'est produite au lycée bilingue de Bonassama, dans l'arrondissement de Douala 4e. Les acteurs sont un parent d'élèves, présenté comme un homme en tenue, et 2 censeurs. Simolang Temdi, l'un des censeurs agressés, raconte les faits. Ce matin, vers 8 h, nous étions au portail. Un parent est venu à bord d'une voiture avec sa fille de la place terminale A4 allemand. Il a garé. L'enfant est sorti du véhicule et ma collègue censeur, Madame Bok, et moi avons demandé à l'enfant de faire la manœuvre habituelle que nous donnons aux retardataires, c'est-à-dire rentrer à 50 mètres et courir pour intégrer l'établissement. L'enfant n'a pas rechigné, l'enfant l'a fait aussitôt. Mais juste après la manœuvre de l'enfant, le parent est venu vers nous d'un ton agressif, nous demandant pourquoi nous avons demandé à son enfant de courir. Nous avons dit c'est comme ça que les retardataires se comportent ici. Selon le censeur, le parent d'élève ne s'est pas contenté de cette réponse. Et l'enfant en retard parce qu'il venait payer les frais de scolarité. Lui avons demandé pourquoi venir avec l'enfant payer les frais de scolarité alors que l'enfant est supposé être là avant cette heure. L'enfant pouvait venir avant vous et vous venez quand vous êtes libre pour payer les frais de scolarité. Il nous dit, vous ne savez pas d'où je viens, je sors du sud-ouest où je suis militaire. Nous disons oui, il valait même mieux rester au lieu de service et envoyer l'argent, soit payé par téléphone, comme beaucoup le font. Il nous a dit, vous êtes idiots, vous les enseignants. Vous ne voulez pas comprendre les problèmes des gens, les problèmes des familles des gens. Il lui dit, mais cet enfant, même je pense que l'enfant n'habite même pas loin, puisque sa maison est juste à côté du mur, derrière le mur du lycée. Et il vient, ils font sur moi, il me cravatte. À peine je cherche à me dégager, Madame Bok, ma collègue qui était en face, me demande, mon frère, pourquoi vous venez faire la violence au lycée? Il a frappé de sa main Madame Bok très violemment, si bien qu'elle a failli perdre connaissance. Alertés, les riverains ont pu maîtriser le parent d'élève qui ne s'est pas fait prier pour prendre la clé des champs avant l'arrivée des autorités. Alors que Madame Bok, l'autre censeur violentée, est conduite à l'hôpital. Entre-temps, nous avons appelé le sous-préfet qui est descendu sur les lieux, le commissaire spécial, le procureur de la République même était là, et le commandant de la compagnie où il travaille effectivement, parce qu'après son départ, sa voiture étant immobilisée dans la cour du lycée et encadrée par les voitures des collègues du lycée qui ont estimé qu'on peut laisser partir comme ça, sans informer les autorités qui nous gouvernent. Quand il est parti, le sous-préfet est venu en classe, nous avons demandé à l'enfant de dire qu'il est pour elle. L'enfant a dit que c'était son père et qu'il est gendarme, maréchal de logis en service à la compagnie de Bonambapé. Selon Hervé Siewi, le président de l'association des parents d'élèves du lycée bilingue de Bonassama, c'est la 2e fois, en l'espace de quelques semaines, que des parents se comportent ainsi envers les enseignants. Il y a pratiquement un mois, c'était sur un autre
le censeur. C'est-à-dire qu'un douanier qui est arrivé, qui est allé jusque dans le bureau du madame le censeur pour lui dire non, on ne tape pas sur son enfant. Pourtant, c'était même pas le cas. Parce que nous aussi, en réunion, j'ai insisté pour que les enseignants ne passent pas recours au fouet. Alors qu'ils sont de plus en plus victimes de la violence en milieu scolaire, les enseignants interpellent plus que jamais les autorités compétentes à prendre les mesures qui s'imposent pour assurer leur sécurité et sanctionner leurs agresseurs. Rien ne va plus au centre africain de recherche sur la banane et plantain, le Carbap situé à Penja, à Njombe, dans le département du Mungo. Là-bas, certains ouvriers ont encore entamé un énième mouvement de grève. Ils revendiquent plus de 28 mois d'arriérés de salaire et comptent poursuivre ce mouvement de grève si leurs conditions salariales ne sont pas résolues, leurs droits ne sont pas payés jusqu'ici. Le point avec Jacquino Moulon et Xavier Foucault. Un mouvement de grève de plus au Centre africain de recherche sur bananier et plantain de Njombe-Penja dans le département du Mungu, c'est dans la région du littoral. Déjà 28 mois que ces employés sont sans salaire. Depuis le départ de l'Union européenne en octobre 2016, nous avons commencé à avoir des problèmes de salaire. Nous sommes à 28 mois de salaire déjà d'arrêt et nos enfants sont pas à l'école. Depuis 2 ans, nous souffrons. Nous vont du noir. Parfaite illustration de leur misère, les enfants sont chassés pour non-paiement des frais de scolarité. C'est l'enfant de Papa est salarié. Regardez comment Le papa est salarié. on prépare qui là pour demain. Mes enfants sont dehors, on les chasse. Parce que l'école, c'est ce type. Donc, il faut qu'on me donne mon argent, je paye mes enfants à l'école. Et que tous nos collègues, les autres enfants sont au quartier, ils chôment. Parce que si on les appelle tout ceci, ça devient grave. Ces employés du Carbap, qui sont à leur énième mouvement de grève, disent avoir usé de toutes les voies de recours pour se faire entendre, sans succès. Ce mouvement a commencé depuis mars 2018. On a écrit à la primature, on a écrit dans tous les ministères, même au niveau de la présidence de la République. Ils n'ont jamais agi. On a discuté hier de cela, peut-être un mois à Douala avec le directeur Wanoué, qui nous a fait savoir que le problème était au niveau du Premier ministre. Donc je lui devais le raconter. Après, on a dit que le ministre de Finances, il était pris par le dialogue national. Tout ça s'est passé et rien n'est fait. Ces mouvements de grève à répétition, qui paralysent les activités dans ce centre, laissent penser au dire de ces employés à une mauvaise volonté gouvernementale. 145 variétés de plantains, au moins 350 variétés d'autres bananes à fruits, et sans compter les hybrides que nous avons créés particulièrement. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas comment le gouvernement camerounais peut laisser vraiment un outil de recherche comme ça mourir. Donc probablement il doit avoir vraiment une mauvaise volonté politique par rapport à ce qui se passe là. Ils sont donc décidés à poursuivre avec le mouvement de grève jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Quand on a beau le travail, j'ai dit à côté du maintenant. Après là, on continue, on essaie les clients, on met partout. C'est ça, on va. Et chaque matin, on doit être. Chaque matin, chaque candidat ici. Comment? Quand ce dossier que depuis le 21 août, c'est le Premier ministre. En bref, à présent, un autre mouvement d'humeur a été observé à l'entrée de l'hôpital d'Efoulan du côté de Yaoundé. Là-bas, le personnel médico-sanitaire a tenu à contester des violations et agressions contre l'un des médecins de cet hôpital. Et ils avaient des pancartes à main ce matin pour dire qu'ils ont une famille, qu'ils ont aussi des enfants et qu'ils souhaitent davantage être protégés. Ils ont dit non à la violence contre le personnel soignant à l'hôpital d'Efoulan. Et selon le responsable de la communication du ministère de la Santé, après des échanges avec le directeur de l'hôpital, la situation est rentrée dans l'ordre en début d'après-midi et les auteurs de l'agression du médecin sont aux arrêts et ont été déférés selon le ministère de la Santé publique. Je vous le disais en titre, une question taraude l'esprit des Camerounais à la veille de la célébration des 37 ans du renouveau. L'extrême nord, fille aînée du renouveau, a-t-elle hérité de la prospérité promise durant les 37 ans d'exercice du pouvoir du chef de l'État? Président national du RDPC, des cadres et militants de son parti sont sortis de leur réserve lors d'une réunion politique à l'extrême nord du Cameroun pour égrener un chapelet de problèmes qui minent le septentrion. Ils ont interpellé les élites RDPC tenant du pouvoir qui restent indifférentes face aux multiples problèmes que rencontre le septentrion, à savoir la pauvreté et le sous-développement infrastructurel. C'est le constat que font Amadou Daïrou et Gladys Sidier dans ce reportage.
C'était censé être une réunion de mise en place des stratégies du RDPC en vue des prochaines élections municipales et législatives. Seulement, certains députés en ont profité pour dresser le bilan du parti au pouvoir dans la région de l'extrême nord. Pour plusieurs, le bilan du renouveau est négatif. De l'éducation à la santé ou encore le développement social, ils réclament plus pour leur région, pour leur population. Monsieur le Président, on dit que 6% seulement des extrêmes sont scolarisés. Depuis plus de 20 ans, Monsieur le Président, nous avons le ministère de l'Éducation de base, de Mme Amad, en passant par Mme Youssouf, en passant par Mourouna, en passant par Bayola. Tout ce monde est passé dans l'éducation. Jusqu'à présent, nous avons lorsque nous avons passé 3 mois dans la roue et qu'on leur présente encore un discours ambigu, ils ne nous croient pas. Parce qu'ils ont attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, la roue n'a jamais été prête. Qu'est-ce que vous allez dire encore? Les élus RDPC de l'extrême nord avouent leur échec au regard des multiples promesses faites à leur électorat qui n'ont eu d'effet que le temps de leur annonce. Plusieurs estiment qu'il est enfin temps de penser aux populations et de faire la politique de la vérité. Nous devons faire la politique de la vérité, non pas la politique de mensonge. Parce que nos populations sont averties. Nos populations savent ce qui se passe. Il vaut mieux faire une campagne de vérité. Ceci dit, Monsieur le Président, l'extrême nord, région de Bobara, 3 départements ont été détruits. Vous les connaissez, ces départements. Région de l'extrême nord, région de la pauvreté, région de l'extrême nord, région du choléra, région du paludisme, région des inondations, région de la famille. En guise de réponse, Kavaïege Djibril évoque une démotivation de plusieurs militants du RDPC dans la région de l'extrême nord. Il les invite à prendre leur mal en patience, étant donné que le pays connaît une instabilité. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir. Oui, on verra aux prochaines élections. Mais les enfants attendaient que la situation de pays soit un peu plus calme. Vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavaïege Djibril, demander aux militants RDPC à l'extrême nord d'attendre la concrétisation des promesses faites par le chef de l'État dans les rangs du RDPC. L'on s'active à célébrer les 37 ans du renouveau du président de la République du Cameroun. C'était le 6 novembre 1982 que le chef de l'État accédait à la magistrature suprême après la démission du premier président Amadou Ahidjo. Dans la série consacrée à la cartographie des zones à risque, Equinox Télévision met en lumière ce soir le cas des rochers massifs situés au-dessus de plusieurs habitations à Yaoundé 6. Des fissures se dessinent chaque jour et suscitent quelques inquiétudes, mais les populations installées dans cette zone minimisent le danger et disent qu'elles dorment en toute quiétude malgré le constat fait par nos reporters, à savoir Joël Esseng et Marcelin Gansop, qui ont mené une enquête à Yaoundé 6 avec ce rocher massif dont les fissures inquiètent plus d'un du côté de Yaoundé. À partir des quartiers Mendon et Etougébé, dans le 6e arrondissement de Yaoundé, plusieurs routes mènent à Akondoué, mais aucune n'est dans un bon état. Aussi, allons-nous emprunter celle qui nous semble la moins risquée en cette saison des pluies. À peine avons-nous franchi le quartier Etougébé 2 en direction du lieu dit Johannesburg que nous apercevons au loin le rocher massif qui anime tant de débats dans la capitale. Mais pour arriver au pied de ce rocher, ce n'est pas une balade de santé. Au contraire,
il faut se préparer à faire du sport. Nous allons essayer, autant que faire se peut, d'arriver, peut-être pas au pied du rocher, mais tout au moins dans les environs. Et ce n'est pas évident, tel qu'on peut le voir, il y a toute une colline qu'il faut affronter. Vous voyez que la moto arrive à grimper sans aucune difficulté. Nous allons voir si nous aussi, avec nos pieds, on pourra aller un peu plus loin pour toucher du doigt la préoccupation qui est celle des populations qui vivent de ce côté-ci. On y va. Nous nous lançons donc à l'assaut du rocher d'Akondoué. Et au bout d'une trentaine de minutes, nous voici au pied de cette grosse pierre. Premier constat, des maisons d'habitation ont poussé de part et d'autre, comme des champignons, et hébergent des centaines de familles. On parle d'au moins 180 maisons recensées. Tu as acheté le terrain, ça fait environ 10 ans. Hein? Non, il y avait les forêts, mais il y avait les gens, il y avait un habitant ici, là, ceux-ci. Il y avait les autres là-bas derrière. Vous n'avez pas eu peur de venir acheter un terrain ici? Non, on n'a pas eu de peur. Parce que moi, avant d'acheter, je suis allé chez le père qui m'a vendu ça. J'ai vu le tout là. J'ai demandé le père comme c'est comment? Quand on nous a accouchés, ils ont trouvé ça comme ça. C'est pour ça que moi-même, j'ai eu le courage d'acheter. Et il y a ma maman ici encore. Elle dit qu'elle a fait 70 ans ici là. Mais elle a trouvé ça comme ça. À ma surprise, je vois, on dit que la pierre est cassée, ça a explosé, ça m'a surpris. Je suis là plus de 40 ans, la pierre est là comme ça. C'était déjà cassé comme ça? Comme ça là depuis. Voilà une maman qui était née ici là avec la pierre là. La mère si c'est leur village ici. La pierre est là. Nous on cueille les mangues là-bas. Nous croisons le chemin de la maman, présentée comme la doyenne du quartier. Christine Otélé, c'est son nom. Voici plus de 75 ans qu'elle a poussé son premier cri. Elle connaît trop bien l'histoire du rocher d'Akondoué et refuse de céder à la panique. Le rocher là, parce qu'on avait abattu les gros arbres qui étaient là. Raison pour laquelle ça se voit. Il y a même l'eau. Tout l'eau qu'on utilise là-bas en bas, ça sort de là. Voici mon champ. On ne peut passer naturel. Avant même que je ne vienne en mariage, on venait ici. Nos arrière-grands-parents étaient vivants. Il n'y a aucun bruit là-bas. Rien. Donc depuis que vous êtes là, vraiment... Rien. Puis il n'y a aucun problème là-bas. L'ancien chef et mon mari partaient souvent tendre les pièges là-bas. Comme c'était encore la brousse, quand il partait, j'amène la corbeille. Parce que je vais amener les gibiers et les épaules et puis les quoi. Nous apprenons que c'est la déforestation qui a dévoilé le visage de ce rocher, à partir duquel l'on a une vue globale sur l'arrondissement de Yaoundé 6 et même au-delà. Malgré la grande fissure, dont la seule vue ferait perdre l'appétit à plus d'un, les populations se sont installées au fil des ans et pratiquent même l'agriculture ainsi que la chasse. Pour les habitants du quartier, ce rocher massif est plutôt une opportunité pour l'industrie touristique. Rien à voir avec l'apocalypse que prédisent certains en évoquant la menace d'une catastrophe naturelle. Ça c'est un lieu touristique pour moi. On peut créer ça comme un lieu touristique parce qu'il y a ces grands dedans, il y a les chambres même. La pierre est là comme ça là. Ça c'est tout un village de gens. Ici, il y a plus de 100 ans ici. Il n'a pas eu le problème. Moi, je suis venu hier. Il y a quoi qui va aller chez moi? Moi, je ne vais pas là-bas presque chaque jour avec les enfants. Il y a quoi là-bas? Il y a justement la pente là. Je suis justement allé visiter comme ça là. Ouais. Donc voici vraiment que la pente là, si un jour ça va tomber comme ça là. Mais j'ai vu que c'est dans un trou, comme tu le vois là, c'est dans un trou. Informé de l'existence de ce rocher et de la menace qui plane dans l'air, le ministre de l'administration territoriale y a effectué une descente le 8 mai 2018 en compagnie de ses services compétents de la direction de la protection civile. Un rapport circonstancié a été dressé et remis à qui de droit. Pour l'heure, aucun déguerpissement n'est à l'ordre du jour. Le ministre a dit qu'il ne veut pas que les gens soient très proches, mais il fait sensibiliser seulement les gens, c'est tout. On n'a pas dit qu'on va limoger les gens ou casser les gens, je n'ai rien suivi. N'empêche que ce rocher, dont la fracture ouverte est visible par tous, représente un danger pour les riverains qui poursuivent sereinement leur construction ainsi que diverses activités agro-pastorales. L'on évoque les difficultés financières pour justifier l'occupation des lieux.
le prix du mètre carré étant accessible dans ces zones réputées dangereuses, en espérant que Dieu continuera de veiller afin que le pire que certains redoutent ne se produise jamais. Tu ne peux pas, le rocher là ne peut jamais tomber. Moi je vous dis au nom de l'Éternel. Beaucoup d'histoires et d'anecdotes se racontent autour de cette pierre. En tout cas, les populations cohabitent avec ce que certains peuvent considérer comme un danger, mais elles disent vivre avec ce danger en réalité depuis de longues années et que jusqu'ici, rien n'est arrivé. Ici, Joël Seng et Marcelin Gansop, sous la pluie battante déjà, pour Equinox Télévision. Et puis en Ouganda, l'opposant Kizza Besigye a été incarcéré hier lundi au poste de police de Nagalama. La scène de son arrestation à coups de jet d'eau a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit l'opposant. Et puis on termine par cela, la ministre française des Armées, Françoise Florence Parly, a de nouveau repris son bâton de pèlerin, du moins de général, écrit l'observateur Palga au Burkina Faso, dans un contexte sécuritaire particulièrement dégradé, notamment au Mali et au Burkina Faso, où il ne se passe plus un jour sans que on enregistre des attaques terroristes contre les forces de défense, les civils, et quand ce n'est pas la force Barkhane qui est prise pour cible. L'observateur Palga énumère ainsi les différentes récentes attaques subies par les FAMA ou encore la dernière qui a emporté le maire de Djibo au Burkina Faso. Dans ces conditions, dit-il, on ne voit pas comment l'optimisme de Dame Parly pourrait contaminer bien des Burkinabés, notamment ceux du centre-nord ou encore du Sahel, qui nourrissent le sentiment bien compréhensible d'être abandonnés par leurs États. Et pour l'observateur Palga, Florence Parly peut continuer de prôner la patience dans cette lutte. Il y a fort à parier que son exhortation sera couverte de cris de détresse de ces pauvres airs qui ne savent plus à quel treillis se vouer. La Centrafrique démunie face aux inondations, des dizaines de milliers de personnes ont quitté leur habitation. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré. Le gouvernement appelle au soutien de la communauté internationale. Et puis c'est la première femme noire à remporter le Booker Prize. L'anglo-nigériane Bernardine Evaristo pour Girl, Woman, Other, chronique de la vie de famille noire en Grande-Bretagne. Elle partage ce prix avec Margaret Atwood. 5 Congolais vivent dans le noir en RDC. C'est d'ailleurs l'une des priorités du président Félix Tshisekedi, l'accès à l'électricité, d'où le projet Inga 3, un barrage à 14 milliards de dollars qui n'a pas vu le jour que déjà un rapport dénonce défaillance, corruption et manque de transparence. On fait le point avec Anthony Fouchard et Blaise Bassomboli. Des centrales hydroélectriques comme celle-ci, il y en a 2 au Congo, Inga 1 et Inga 2. En théorie, elles pourraient alimenter presque tout le pays en électricité, mais aucune ne fonctionne correctement. La plupart des turbines sont à l'arrêt, faute de pièces de rechange, mais au lieu d'en assurer la maintenance, le gouvernement congolais rêve d'encore un peu plus grand. Une 3e centrale, Inga 3, la plus grosse centrale hydroélectrique au monde. Ce rapport paru ce lundi dénonce des négociations obscures entre plusieurs compagnies étrangères pour sa construction. La société civile monte au créneau. Il y a un flou, c'est-à-dire que soit il y a des mouvements de corruption qui sont en train d'être orchestrés, soit on est en train de développer un projet qui sera en défaveur de la population, parce qu'on voit mal un projet qui est bénéfique pour un pays, qui est bénéfique pour une population bien élaborée, et que l'on puisse cacher de l'information autour de ce projet-là. Si ce projet pharaonique voyait le jour, il faudrait de toute façon repenser tout le réseau du pays. Roger Maloula habite à Kinshasa, la capitale, et comme près de 9 Congolais sur 10, il n'a pas vraiment accès à l'électricité. Nous avons un grand problème de câbles. Alors, ce sont ce câble-là qu'il fallait remplacer, mais là, le câble ne vient toujours pas, malgré nos pleurs et nos annonces, mais rien ne s'est fait. Même avant la défection de câbles, nous avons un problème de délestage de cabine, délestage de départ et tout ça, donc il y a un grand problème. Cette nouvelle centrale permettrait au Congo d'exporter une large partie de sa production, et c'est ce qui inquiète justement les observateurs. Sur les 10 gigawatts qu'elle devrait produire, seulement 3 seraient réservés au Congo.
Deux personnes ont été tuées en Guinée après des échauffourées qui ont opposé lundi les forces de l'ordre au cortège funèbre des victimes des manifestations du 14 et 16 octobre dernier. Le pays est secoué par de violentes manifestations organisées par une coalition de politiciens militants opposés à un changement constitutionnel qui pourrait permettre à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Un jeune homme est mort par balle lundi à Conakry au cours d'une marche organisée par l'opposition. Abdourahim Diallo, 17 ans, a été tué par la police dans le quartier de Bambeto alors qu'il était allé assister aux obsèques de son ami fauché il y a 2 semaines, a confié à l'AFP sa sœur. Les manifestants étaient venus accompagner les dépouilles des militants tombés lors des derniers rassemblements anti-troisième mandat dans la capitale guinéenne. Selon de nombreux témoignages, des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et les militants alors que ceux-ci portaient à leur dernière demeure les cercueils de leurs camarades. 6 manifestants ont été blessés par balle dans ces affrontements, a indiqué l'opposition. La Guinée est en proie depuis le 14 octobre à une intense contestation contre le projet de changement constitutionnel qui ouvrirait au président Alpha Condé la voie vers un troisième mandat. Critiqué pour la lenteur de sa réaction face aux récentes violences, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, s'est défendu à la télévision dimanche soir. Il dit avoir priorisé le dialogue à la force. Cependant, ceux qui croient que la patience c'est la peur ou que la magnanimité c'est la faiblesse devraient savoir qu'ils se trompent, a-t-il laissé entendre. Regardez ce sujet. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed se défend de n'avoir pas été faible lors des troubles ethniques et religieux qui ont endeuillé son pays il y a 2 semaines. Le récent prix Nobel de la paix qui s'exprimait sur la télévision d'État a dit avoir choisi la voie du dialogue et non celle de la force. Pour lui, tous ceux qui croient que la patience c'est la peur ou que la magnanimité c'est de la faiblesse devraient savoir qu'ils se trompent. Le Premier ministre a par ailleurs porté à 86 le nombre de morts liés aux affrontements du 23 octobre. Parmi ceux-ci, 76 ont été tués lors d'affrontements communautaires et 10 lors d'affrontements avec les forces de sécurité, a-t-il ajouté. Parmi les morts figurent 40 chrétiens et 34 musulmans. Les violences ethniques sont un problème récurrent depuis que Abiy Ahmed est au pouvoir. Celle du 23 octobre avait éclaté lors de la manifestation contre le Premier ministre initiée par Jawar Mohamed, jadis allié d'Abiy. Sudan's Protest and Revolution Coalition, known as the FCC, has thrown its support for the extradition. La coalition soudanaise de protestation et de révolution, le FCC, favorable à l'extradition d'Omar al-Béchir devant la Cour pénale internationale. L'ancien chef de l'État est recherché depuis des années par le tribunal de La Haye pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité pour son rôle présumé dans le conflit dévastateur de la région du Darfour occidental. Le mouvement contestataire soudanais dit ne trouver aucun inconvénient à l'extradition d'Omar el-Béchir vers la Cour pénale internationale pour qu'il soit jugé pour crime de guerre présumé. Ibrahim Al-Sheikh, dirigeant des Forces de Liberté et de Changement, FCC, a déclaré dimanche que tous les groupes et organisations de la coalition s'accordent sur le transfert de l'ancien homme fort vers la juridiction internationale. La position influente du FCC pourrait galvaniser l'opinion en faveur de l'extradition de Béchir, une question qui pourtant divise déjà l'opinion dans ce pays. L'ex-chef d'État est recherché depuis des années par le tribunal de La Haye pour génocide. D'accord, bye bye. Une préoccupation, est-ce que...